Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charlotte Tremblay, votre animatrice, et je suis présentement avec Pierre-Olivier Lessard et Marc-Antoine Lemay. Ça va bien les gars? Ça va super bien, merci Charlotte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur. D'ailleurs, c'est le sujet qui m'a rendu indépendantiste en secondaire 4 dans mes cours d'histoire, donc j'ai très hâte d'en parler avec vous aujourd'hui. Ben, de mon côté, j'ai également très hâte. Je suis bien enthousiaste. Je suis content d'être avec vous encore cette semaine. J'ai vu des bons retours pour nos épisodes, alors je suis très content. J'ai hâte de commencer ça avec vous. C'est ça les gars, dans notre dernier épisode, on a eu la chance d'aborder ensemble la question de la monarchie britannique au Québec, mais aujourd'hui, on va parler de la rébellion des Patriotes de 1837 à 1838. Alors, je vais commencer avec Marc-Antoine. Donc, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas autant passionnés que vous en histoire, pouvez-vous leur expliquer brièvement c'est quoi la rébellion des Patriotes? Ben écoute, Charlotte, c'est une question intéressante pour commencer la discussion. La rébellion des Patriotes, c'est un événement marquant de notre histoire qui s'est passé principalement entre 1837 et 1838. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des événements avant et après qui ont influencé grandement notre histoire. Il faut savoir également qu'on n'est pas le seul pays, la seule nation dans le monde qui a eu des événements similaires. Et on peut penser à nos voisins du Sud avec les États-Unis, la Révolution américaine. On s'en est inspiré en tant que peuple quand il y a eu la rébellion des Patriotes. Il y a également eu la Révolution française. Il y a eu d'autres places dans le monde, également en Haïti. Au même moment, là, on parle des mêmes années, qu'il y a eu des événements marquants similaires. Donc, la rébellion des Patriotes, pour revenir à cet événement-là, ça a découlé de plusieurs événements qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Évidemment, les Patriotes à l'époque, qu'on appelait les Canadiens ou les Canadiens français plus tard, étaient des gens qui de plusieurs classes, de plusieurs milieux, mais qui revendiquaient tous une chose, c'est-à-dire plus de démocratie dans la colonie. Et ça, malheureusement, les Britanniques, ils n'en voulaient pas. Au contraire, on va le voir plus tard également, ils ont tout fait, absolument tout fait, pour éviter de donner plus de pouvoir aux habitants de la colonie. Donc, on parle de répression, on parle de refus à des demandes, on parle de même brûler des villages, on va vous en parler tantôt. Bref, il y a eu plusieurs événements qui ont influencé notre histoire, puis qui ont influencé notre présent actuel. Puis même de l'assimilation aussi, là, si je ne me trompe pas. Effectivement, Charlotte, tu fais très bien de le mentionner. Tout ça a influencé une grande partie de la politique britannique ici. C'est pas un secret pour personne que le Royaume-Uni, les Anglais ont toujours tenté de nous assimiler à travers notre histoire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Que ce soit avec les Autochtones, puis on le voit avec les événements des dernières semaines, ils ont voulu tenter d'assimiler les Canadiens comme ils l'ont fait avec les Autochtones, puis comme ils l'ont essayé dans plusieurs réserves amérindiennes. Malheureusement, comme tu le mentionnes, donc il y a eu plusieurs tentatives pour nous assimiler. On parle de nous enlever des droits, de nous dénigrer en tant que peuple. On l'a vu notamment avec Lord Durham. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs tentatives d'assimilation. Et moi, je trouve, Charlotte, que Marc résume très bien ce qu'est le mouvement des Patriotes. Mais moi, je vais surenchérir le mouvement des Patriotes, puis tout ce qui est autour de ça. Ça a été une confrontation, Charlotte, entre le petit peuple ici et l'autorité britannique. Puis je dis le petit peuple, c'est pas moi qui le pense, mais c'est comme ça qu'on était traité, hein. Le petit peuple, on était une possession. On n'était pas reconnus comme des personnes, c'était une possession. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas voulu donner plus de liberté puis de lousse au petit peuple d'ici. Puis ça a été très sombre. Vraiment très, très sombre pour un chapitre très, très violent pour notre histoire. C'est une période très marquante puis qui a débloqué sur plusieurs belles choses au Québec. Ben, je veux dire, comme mettons, le mouvement indépendantiste, là, ça vient un peu de ça, là. C'est comme le père fondateur, je te dis. Mais là, vous parlez des Patriotes, mais c'est qui eux à cette époque-là? Ben, écoute, c'est une question légitime, Charlotte. Qui sont les patriotes? Contrairement à la croyance populaire, les patriotes n'étaient pas seulement des blancs français. Parce que moi, j'ai souvent entendu ça parler. C'est une croyance, même moi, c'est ça que je croyais au secondaire avant d'apprendre plus sur le sujet. Oui, la grande majorité, c'était des francophones, c'était des personnes qui habitaient ici sur le territoire. Par contre, on a eu des anglophones qui faisaient partie du mouvement. Il y a eu des personnes des Premières Nations aussi qui faisaient partie du mouvement. C'est quelque chose de très général. C'était quelque chose qui englobait pas mal toute la population aussi qui était
dans ce mouvement-là. Dans ce temps-là, les femmes avaient beaucoup moins de droits et de pouvoirs, mais ont-elles joué un rôle dans cette époque-là? Oui, absolument, Charlotte. Elles ont joué un rôle un peu plus significatif. Elles ont fait partie de ce qui s'apparente à des manifestations de l'époque. Ils ont fait partie d'un grand boycottage de produits britanniques. Un peu le Boston Tea Party, si je fais une comparaison sur nos voisins du Sud. C'était vraiment un peu symbolique, un peu leur participation, mais oui, les femmes étaient derrière le mouvement des patriotes ici. OK, puis toi, Marc-Antoine, vu que tu es notre pro des budgets puis des statistiques, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le contexte social, politique et même économique de cette époque-là? Ben écoute, je trouve que c'est une question qui est tout à fait pertinente parce qu'effectivement, le contexte politique, social, économique, même international a grandement influencé évidemment notre époque, mais notre histoire à nous également. Donc, d'un point de vue social ou d'un point de vue plutôt politique, on l'a mentionné plus tôt, il y a eu plusieurs blocages démocratiques dans la vie des colons ici au Bas-Canada. Donc, les colons français, les colons plutôt canadiens à l'époque qu'on appelait, réclamaient plus de pouvoir dans la colonie. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le seul pouvoir que les colons avaient, c'était de voter pour les représentants qui siégeaient à l'Assemblée législative. Et ces représentants-là n'avaient strictement, pratiquement aucun pouvoir. Donc, il y avait le Conseil législatif élu, il y avait il y avait la Chambre des représentants élus, le Conseil législatif non élu nommé par le gouverneur et le gouverneur également qui était non élu, évidemment, nommé par la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre. Donc, les colons canadiens n'avaient pas de pouvoir. Ils réclamaient un plus grand contrôle pour justement que le Conseil législatif soit peut-être élu, que le gouverneur prenne en considération les demandes de la Chambre d'Assemblée. Mais malheureusement, tout ça, c'était dans une impasse totale et ça depuis plusieurs années. Donc, les habitants ici n'avaient pas de pouvoir démocratique. D'un point de vue économique et social, le contexte n'était vraiment pas facile pour les habitants ici. On parle de crise économique, de crise agricole. C'est important, là, quand les gens n'ont pas de quoi pour bien se nourrir, pour bien vivre leur vie économique, puis pour pas, tu sais, on s'entend, là, bien... Pas se priver. Exactement, exactement. Bien se loger, bien se nourrir, tout ça, c'était difficile, ici comme ailleurs, mais effectivement, ça a accentué les tensions parce que là, on avait des blocages démocratiques, on avait des blocages économiques. PO l'a mentionné tantôt, les habitants canadiens étaient infériorisés par rapport aux autres. Hein? Les Anglais étaient nettement favorisés pour les meilleurs emplois, et ce, jusqu'à la Révolution tranquille. On va pouvoir y revenir dans d'autres épisodes, mais les habitants qui parlaient, qui étaient d'origine francophone, étaient vraiment inférieurs d'un point de vue politique, d'un point de vue économique aux autres. Puis je dis francophone, mais c'était aussi pour les catholiques. OK. On a un peu effleuré le sujet tantôt, mais pouvez-vous y aller plus en profondeur sur les revendications des patriotes? Oui, puis on va y revenir également plus tard, mais donc, pour y aller simplement, les Canadiens, à l'époque, voulaient avoir un plus grand pouvoir démocratique, pouvoir voter pour des représentants qui allaient avoir un plus grand pouvoir à la Chambre d'Assemblée ou au Conseil législatif. On voulait que le gouverneur prenne en considération l'avis de la population. On voulait également que les francophones puissent accéder aux emplois de la fonction publique. Parce qu'il faut le savoir, là, si tu étais francophone, tu étais catholique et que tu ne reniais pas ton histoire et tes origines, tu ne pouvais pas travailler dans la fonction publique. Donc, tout ça, là, ça a découlé avec les 92 résolutions, puis il y en a plusieurs revendications. Et on va y revenir plus tard, mais les 92 résolutions se sont vues être freinées, refusées par la couronne britannique, et même, ils sont allés plus loin avec les résolutions Russell, qui a vraiment enlevé même des pouvoirs aux francophones. Là, j'ai une question pour toi, PO. Quelle a été la réponse de l'Angleterre face aux revendications des patriotes? Eh bien, Charlotte, la réponse a été un non catégorique. Et ce non catégorique-là a été suivi, j'ai l'impression que les Britanniques ont voulu montrer aux colons ici français qui était le patron, OK? Aussi faire remarquer là, aux colons français qui étaient les dominés puis qui étaient les dominants, OK?
Et tu auras compris, Charlotte, que faire ce petit rappel-là, on n'aura pas été sur le pilote automatique pour les Britanniques, puis on n'aura pas fait ça de la main douce, là. On a été très violent. Ça a été un massacre, OK, pour surenchérir sur ce mot-là. Pour t'imaginer la scène, Charlotte, là, c'est des événements qui ont lieu sur plusieurs mois, sur quelques années même. Écoute, premièrement, là, je vais te faire une mini liste d'épiceries là, sur des choses qui ont pu se passer. Premièrement, c'est des maisons, c'est des fermes, c'est des villages en entier qui ont été brûlés. Et à l'époque, là, lorsqu'on parle d'une maison puis de terres qui sont brûlées, on s'entend pour dire que c'est la totalité des biens. À l'époque, tu n'as pas de panier de basket, tu n'as pas de trampoline dans le cour. Non, non, mais c'est vrai, là, je veux dire, c'est la totalité des biens qu'une famille a, là. Les terres pour subvenir aux besoins, puis la maison. C'était brûlé, c'était démoli, c'était pillé. T'avais maintenant les pères de famille qui pouvaient se faire emprisonner. Il y en a qui ont été mis à mort. Il y en a qui ont été exilés en Australie d'ailleurs. Il y en a qui ont été battus. Pour ce qui est des femmes aussi, des femmes ont été battues, des femmes ont été violées. Tu sais, quand je dis Charlotte, c'était un massacre. C'est vraiment pas été doux ce qui s'est passé ici, puis c'était désastreux, vraiment désastreux. Là. C'est des pertes économiques incroyables, des vies qu'on a perdues, c'est notre identité qu'on a perdu, notre confiance, je veux dire. Lorsque tu vois ton voisin de gauche à terre se faire brûler, puis sa femme se faire violer, puis le papa de famille se faire pendre en public, t'as comme plus ou moins le goût là, de dire haut et fort, là, hey, ça marche pas. Là. Tu sais, ça a vraiment été un régime de peur, un régime de terreur qu'on a vécu ici. Ça a été désastreux. Une période sombre, comme tu as dit tantôt. Et là, Marc-Antoine, PO l'a un peu mentionné tantôt, le non catégorique, est-ce que c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur de la rébellion? Bien, c'est exactement ça. Vous avez mis le doigt dessus. Je le mentionnais, les habitants du Bas-Canada avaient des revendications. Ils ont envoyé les 92 résolutions à Londres. Sur les 92, là, ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir 92 résolutions acceptées, mais ils s'attendaient à en avoir quelques-unes au moins. S'ils s'attendaient à avoir un petit peu de collaboration, un petit peu d'écoute, un petit peu d'empathie, mais là, zéro. Un gros zéro, zéro résolution d'adopter. Puis, on est allé plus loin. On a refusé les résolutions des Patriotes, mais également, on a adopté à Londres les 10 résolutions Russell. Et ça, c'est quoi? Ça l'a enlevé des pouvoirs aux habitants ici, des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, des pouvoirs sociaux pour les habitants qui habitaient ici et qui avaient espoir d'un avenir meilleur, d'un avenir plus démocratique. Alors, c'est simple, c'est net et précis. C'est ça la goutte qui a fait déborder le vase. Selon toi, quels ont été les éléments marquants de la rébellion des Patriotes? Écoute, il y en a eu beaucoup, Charlotte. Je vais te faire un bref cours d'histoire de 15 ans, OK, dans la période. On va commencer en 1826, Charlotte. Le Parti canadien, qui est l'ancêtre du Parti patriote, OK? Donc, en 1826, le Parti canadien est devenu le Parti patriote. Donc, on peut en conclure qu'en 1826, déjà, on commençait à avoir l'idée un peu patriotique plutôt, puis vouloir travailler sur ce qui se passe en terrain, puis vouloir du changement. En 1827, là, c'est pas mal dans cette année-là que ça commence à se casser, Charlotte. Le Parti patriote envoie une délégation de 3 membres, OK, du Parlement à Londres, dont 2 Français et un anglophone. D'où pourquoi que tantôt je disais, là, c'est un cliché, là, c'est pas vrai que c'était juste des Blancs français, là. OK, il y avait des anglophones qui étaient dans ce mouvement-là ici. En 1827, c'est ça, on a envoyé 2 francophones avec un anglophone, avec une pétition de 87 000 membres. OK? Et là, 87 000 membres, là, il y a 200 ans, là, c'est beaucoup, là. Il n'y a pas comme aujourd'hui qu'on peut voir ça passer sur l'actualité Facebook, puis par email, là, signer la pétition, là. Donc, 87 000 personnes, c'est beaucoup. OK? Avec des résolutions adoptées. Et puis là, c'est là que la noirceur commence. Là. En 1832, lors d'une élection partielle à Montréal, OK, rien de très majeur, les Anglais ont ouvert le feu, il y a eu 3 morts. OK, dans la population civile comme ça. En 1834, l'Assemblée ici a adopté les 92 résolutions qu'on a voulu ensuite envoyer en Angleterre, qui ont été refusées, comme Marc-Antoine a dit tout à l'heure. En 1837, on commence à avoir une discussion au travers du territoire, du pays,
On a des assemblées populaires au travers du pays. C'est vraiment, dont je vais aller vérifier le nom dans mes notes. L'Assemblée des 6 comtés, excusez-moi. Marc-Antoine Doré qui m'a appris c'est quoi tout à l'heure. Puis l'autre, en 1837, ben, proclame les 10 résolutions de Russell, comme Marc a dit tantôt, en refusant les 92 résolutions, puis en enlevant du pouvoir ici aux colons français. Ce qui donne, en 1837, quelques mois plus tard, Charlotte, des affrontements entre les colons et les Anglais, tu auras compris. Et il y a eu des victoires de chaque côté. Le 23 novembre 1937, ça a été une victoire des Patriotes sur Saint-Denis. OK, quand même une première victoire, une victoire importante là, quand tu te bats comme ça pour ton territoire et ton peuple. Cependant, le 25 novembre, encore en 1837, ça a été une défaite des Patriotes à Saint-Charles. Le 14 décembre 1837, ça a été une défaite à Saint-Eustache. Et le 15 décembre 1837, là, tantôt quand je parlais, c'était sombre, c'était violent. L'armée a brûlé un village complet, le village Saint-Benoît. Donc, pour régler la situation, on va brûler un village, on va tuer plein de personnes, puis on va perdre beaucoup de nourriture. Le 25 février 1838, la lecture de la Déclaration d'indépendance ici, par les Patriotes, du Bas-Canada, en fait, là, par les Patriotes. En novembre 1838, c'est 3 défaites. Non, il y a 3 batailles, dont 2 défaites des Patriotes sur le territoire. Donc, 2 défaites, une victoire pour les Patriotes. Toujours en novembre 1838, il y a eu l'institution de la Cour partiale, et ça, pour t'expliquer brièvement, Charlotte, c'était afin de juger les Patriotes. Ça a été pas mal le dernier coup dans le cercueil. C'est ainsi qu'on a condamné plusieurs Patriotes à la mise à mort ou à exiler en Australie, comme j'ai dit tantôt. Et en 1838 et 1839, ben c'est ça, des pendaisons, des exils. C'était un massacre. Et la fin, vraiment, le dernier chapitre, ça a été en 1841, ça a été l'acte de l'Union. Et ça, Charlotte, l'acte de l'Union, c'était l'union entre le Bas-Canada, qui était nous, et le Haut-Canada, qui est présentement la région de l'Ontario. Et c'était un autre mouvement pour assimiler les francophones. C'est vraiment assimiler les francophones, puis essayer de nous noyer dans tout ce qui se passait aux anglophones. Si tu me permets de mettre un peu d'emphase sur ce que PO vient de dire, il y a eu plusieurs événements marquants, mais la pendaison des Patriotes, non? C'était un événement auquel la population était conviée. Les anglophones, les loyalistes anglais allaient assister, comme un sauvage spectacle, à la pendaison d'individus. C'est grave, là. Pendre des individus et aller assister à ça comme un spectacle. Puis j'imagine aussi que c'était pour solliciter la peur là, dans la population. D'une part, ça faisait peur aux francophones et ça leur montrait, vous voyez ce qui peut arriver si vous tentez de réclamer plus de droits, que vous voulez vous battre pour ces droits-là. Et d'autre part, les anglophones, ça leur montrait, regardez, la puissance de la mère patrie anglaise. Jamais, jamais nous allons tolérer des rébellions ici en colonie. Tantôt, PO, tu nous as dit que c'est les Patriotes, dans le fond, cette ère-là, qui t'a fait devenir un souverainiste. Pouvez-vous un peu m'expliquer pourquoi ce sujet-là vous interpelle autant? Ben, Charlotte, c'est une grande partie de notre histoire. C'est une partie de nos territoires. Par exemple, Saint-Benoît qui a été brûlé et massacré. C'est nos ancêtres. C'est notre identité qui a été massacrée, attaquée. Et sans lendemain, là, c'est tellement majeur. Moi, au début, l'histoire, secondaire 1, 2, 3, Charlotte, j'étais pas un grand fan, j'étais pas non plus doué en histoire, OK? J'avais pas de passion. Et secondaire 4, lorsque j'ai vu tout ce qui était Patriote, le film, d'ailleurs, un excellent film de Pierre Fardeau qu'on va parler plus tard, ça m'a marqué, ça m'a choqué, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai été ému, puis j'ai dit, OK, on parle pas des 4000 ans avant Jésus-Christ, on parle pas du temps romain, là. On parle d'il y a 200 ans, même pas, là. C'est tellement pas loin dans l'histoire là, de l'humanité. C'est choquant. C'est franchement choquant. Mais ça m'interpelle énormément parce que PO le mentionnait, c'est une partie considérable de notre histoire. C'est une période qui est malheureusement très sombre, mais qui aurait pu être si belle si les Patriotes avaient obtenu plus de victoires. On s'entend, là, leur idéal, c'était plus de démocratie, plus d'égalité, plus de justice. Et on parle des années 1800. C'était des précurseurs, ces hommes-là. Lisez la déclaration d'indépendance du Bas-Canada, là. C'était des valeurs qui étaient précurseurs à l'époque. On parle du droit de vote pour tous les hommes de 21 ans, d'égalité avec les peuples autochtones. C'est important, cela, là, ces choses-là. Là. Donc,
C'était des précurseurs qui se battaient pour des principes qui étaient justes face à un empire colonial qui leur a rentré dedans tel un train à toute vitesse, sans la moindre considération pour les civils. PO nous l'a mentionné, des ravages considérables. Brûler un village en entier, il faut le faire là, pour montrer aux habitants que plus jamais vous allez vous révolter, plus jamais vous allez contester l'ordre établi, parce que sinon, des villages, nous n'hésiterons pas à les brûler. Et ça, c'est très grave. Alors moi, ça m'interpelle aujourd'hui parce que c'est nos ancêtres, ils se sont battus pour des principes justes et tout à fait adéquats. Puis finalement, ils se sont fait massacrer, malheureusement. Alors moi, ces hommes-là, ces femmes-là ont tout mon respect, toute mon admiration également, c'est bien certain. Puis aussi, Théo, t'en as fait encore un peu allusion tantôt, t'as parlé d'un film. Aujourd'hui, quels sont l'héritage que les patriotes nous ont donné? Ben écoute, Charlotte, moi, je vais te donner un exemple. Je vais laisser Marc-Antoine développer plus la question. Pour certains, il y a la journée des Patriotes, qui est un congé férié payé. Pour certains, c'est ça. Ben pour moi, c'est une journée qui me remémore la tristesse et l'ambiance de terreur et de violence dans laquelle nos ancêtres ont vécu il y a pas plus tard que même pas 200 ans. C'est une journée très triste. C'est une journée c'est correct. Je veux dire, on n'a pas la même notion d'histoire et de connaissance au sujet. D'autres que c'est comme, bon, ben, écoute, puis c'est pour ça que le balado, c'est pour les indépendantistes à convaincre aussi. Parce que je pense que c'est un sujet qui passe par, qui fait vraiment rassembler l'indépendance. Puis c'est ça. Je perds mes mots. Je perds mes mots, Charlotte. Je te dis, c'est un sujet qui me fait capoter. Mais en gros, là, c'est ça. Une journée, un congé férié, ça, c'est un héritage qu'on a sur la guerre des Patriotes. Donc, pour ma part, on peut voir plusieurs types d'héritage des patriotes. Tantôt, je le mentionnais, ça peut être aussi large que des valeurs de démocratie, de justice, d'égalité pour tous. Pour d'autres, c'est comme il disait, c'est une journée nationale pour commémorer le sacrifice, parce que c'est un sacrifice que ces hommes-là et ces femmes-là faisaient encore une fois. Là. Ils mettaient leur vie de côté, ils mettaient tu sais, c'était des pères de famille, des mères de famille qui sacrifiaient absolument tout pour plus de démocratie. Là. C'est honorable. Là. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont même pas voter. Ces hommes-là et ces femmes-là étaient prêts à se battre pour pouvoir voter. Alors, c'est vraiment important dans notre histoire. Donc, la Journée nationale des patriotes, là, ça a été instauré par un gouvernement du Parti québécois, par M. Bernard Landry, qui a remplacé la fête de la reine. Et ça, je pense que c'est un beau clin d'œil à l'histoire. L'héritage également, c'est un héritage, je le mentionnais, politique. C'est un héritage qui est culturel également. On a plusieurs livres, on a plusieurs documents historiques, des sites historiques au Québec sur ça. On a des films également là-dessus. Donc, c'est vraiment un héritage qui est assez vaste, qui est assez dense, mais il faut vraiment prendre le temps de s'y attendre pour voir vraiment toute l'ampleur de cette période-là. Puis pour ceux qui veulent en savoir plus, quelles sont les œuvres qu'on peut retrouver aujourd'hui des Patriotes? Eh bien, moi, si j'ai une chose à conseiller à tous nos auditeurs et nos auditrices, c'est d'aller consulter le film, si ma mémoire est bonne, il est disponible sur YouTube gratuitement, le film de Pierre Falardeau, 15 février 1839. Ce film-là se concentre sur la pendaison du chevalier de Lorimier et d'autres patriotes, dont Charline Delagne et bon, j'en passe, qui s'est passé donc à Montréal, à la prison Pied du Courant. Et là, on voit tout le sacrifice de ces hommes-là qui viennent de tout perdre, qui vont perdre la vie également, qui sont face à la mort, alors qu'ils avaient des jeunes familles, qui se sont battus pour des principes, je le mentionnais juste, et qui vivaient dans la misère. Donc, ces gens-là, on les voit parfaitement dans le film. C'est un beau film de Pierre Falardeau avec de grands comédiens, dont Luc Picard. Et ce film-là est disponible gratuitement et on va voir vraiment toute la douleur, la souffrance des patriotes. Et moi, d'ailleurs, Max, c'était un excellent film que j'ai découvert en secondaire 4 et que j'ai écouté à maintes reprises par la suite. Excellent film. Moi, pour contrer Marc-Antoine, je vais donner 2 livres à lire. Hein. Des fois, c'est pas tout le monde qui aime les films, on préfère plus les livres. C'est Les Tucs bleus d'Anne-Marie Scott. C'est 2 livres, c'est 2 tomes qui suivent. Donc, je le recommande. Ça apporte beaucoup de faits historiques. Il y a eu une recherche autour. C'est pas un livre d'histoire, là. C'est vraiment plus un documentaire sur papier, là, je te dirais. C'est un ouvrage très intéressant à découvrir aussi.
Donc, merci les gars. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Donc, j'espère que les gens à la maison ont autant apprécié que moi. Sachez que si vous voulez nous écouter seulement en audio, on est disponible sur les plateformes audio, mais si ça vous tente de nous écouter en vidéo, on est disponible aussi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. Puis aussi, vos interactions sont super positives pour nous parce que ça nous permet de rejoindre encore plus de gens. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine fois.